La TVT au cœur de l'information. Au sommaire de ce journal, la 21e session ordinaire du comité des experts du Conseil de l'Entente. Les assises se tiennent à Lomé autour du bilan des activités de l'année écoulée. De nouvelles perspectives seront définies par la même occasion. Le 8e contingent togolais de la MINUSMA est de retour au Bercail. Cette dernière vague a été accueillie à son arrivée à l'aéroport international Gnassingbé et Yadema par une délégation de l'état-major des forces armées togolaises. Et puis, le coup d'envoi de la 33e Coupe d'Afrique des Nations sera donné dans quelques heures, ce dimanche donc, à Yaoundé, au Cameroun, malgré la pandémie de Covid-19 et la nouvelle vague liée au variant Omicron. Le continent va vivre au rythme des 52 matchs de la compétition phare du football africain. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. La 21e session ordinaire du comité des experts du Conseil de l'Entente se tient à Lomé. Les travaux sont axés sur le bilan des activités de l'année écoulée. Un nouveau plan stratégique sera adopté par la même occasion. Chaz Nambaga. Sur la table des experts du Conseil de l'Entente, un nouveau plan stratégique. Proposé par le secrétariat exécutif, le document vise à doter l'organisation d'une nouvelle vision et des orientations stratégiques. Ce document de planification est assorti d'une stratégie opérationnelle de mobilisation des ressources. Pendant 3 jours, ces 2 dossiers phares vont être examinés et peaufinés avec plusieurs autres documents. Nous allons faire le bilan des activités de l'institution qui va être présenté par le secrétaire exécutif. Donc, voir les points positifs qui ont marqué l'année dernière et les points où il peut y avoir amélioration. Nous allons faire donc des recommandations au Conseil des ministres. Le programme annuel de performance 2022 est également soumis à l'examen des experts. Les conclusions de ces assises vont être portées à l'approbation du Conseil des ministres du Conseil de l'Entente prévu le 12 janvier 2022. Nous allons nous intéresser à présent au budget de l'État exercice 2022 et cette enveloppe allouée à l'axe 3 de la feuille de route gouvernementale, 583,3 milliards de francs CFA, une enveloppe qui justifie les ambitieux programmes du gouvernement visant la modernisation et le renforcement des structures du pays. 11 secteurs sont ciblés avec des allocations diverses à la hauteur des objectifs qui leur sont assignés. Ulrich Amiga. Le budget exercice 2022 se révèle de plus en plus ambitieux pour l'axe 3 de la feuille de route gouvernementale avec 583,3 milliards alloués pour 11 secteurs. 23,2 milliards de francs CFA seront ainsi mobilisés au profit de l'environnement pour atteindre les priorités. Le gouvernement veut par là assurer la gestion durable des ressources naturelles, la résilience au changement climatique à travers divers projets déjà en cours à renforcer. Le projet d'appui à la lutte contre le changement climatique PALCC, le programme national de reboisement PNR, entre autres. S'agissant de l'environnement, celle des affaires demeure une priorité des plus hautes autorités du pays. Le secteur du commerce et de l'industrie focalise l'attention. La mise en place des infrastructures d'exposition commerciale, la poursuite de la construction du parc industriel d'Adétikopé, l'acquisition des terrains pour la mise en place des parcs industriels dans 3 régions économiques du pays. Des projets qui nécessitent une mobilisation financière de 13,2 milliards de francs CFA. Le renforcement de la gouvernance locale, un autre point prioritaire à l'agenda du gouvernement en 2022.
21,8 milliards de francs CFA seront alloués pour l'accélération du processus de décentralisation ainsi que la construction de nouvelles communes et préfectures. Mieux mobiliser les ressources de la diaspora togolaise et canaliser leurs transferts vers des investissements productifs, générateurs de croissance et d'emploi. La présence des fonctionnaires togolais au sein des organismes internationaux et la consolidation des actions en faveur de la paix et de la sécurité internationale. Objectif assigné au ministère des Affaires étrangères pour un montant de 15,9 milliards de francs CFA. Tout un package d'actions qui ne saurait se réaliser sans l'apport du numérique. 15,7 milliards de francs CFA seront octroyés au ministère de l'économie numérique pour l'extension de la couverture réseau Internet fixe et mobile, la digitalisation de la vie socio-économique à travers le développement et la modernisation des services numériques. Plus gros budget, le ministère de l'économie et des finances, 438,2 milliards de francs CFA. La fonction publique, la planification, la communication, la promotion des investissements et les droits de l'homme. D'autres secteurs prioritaires de l'axe 3 de la feuille de route gouvernementale pour moderniser et renforcer les structures du pays. Les hôpitaux sont souvent bondés de cas d'accidents après les fêtes de fin d'année. Malgré des séances de sensibilisation, le bilan reste toujours lourd. Un tour dans le service des urgences du CHU Sylvanus Olympio montre clairement que le phénomène est de plus en plus récurrent. Sandra Ziabé. 96 accidents, 260 blessés, 5 décès. Triste bilan enregistré par l'unité de secours de relevage des sapeurs-pompiers. Des chiffres du 24 décembre 2021 au 1er janvier 2022. C'est nettement en hausse par rapport à l'année dernière. Cette hausse pourrait être due par les nouveaux déploiements des détachements du corps de sapeurs-pompiers à Lomé et ses environs et à l'intérieur du pays. Cela peut aussi être engendré par la baisse d'attention et de vigilance des usagers de la route entraînée par l'euphorie de la fête. Les mesures restrictives contre la Covid-19 aussi sont moins strictes cette année. Un tour au CHU Tokoin. Dans ce service d'urgence, les images parlent d'elles-mêmes. Des accidentés, tous victimes d'un civisme routier courant période des fêtes. Pour cette période des fêtes, nous avons reçu 88 accidentés. Il y en a quand ils viennent, déjà tu peux percevoir l'odeur de l'alcool. L'année passée, on a eu 40 cas. Cela est dû au fait que le gouvernement avait pris sur lui de maintenir un couvre-feu. Dans la nuit du 31 décembre vers minuit, Akizou a failli voir sa vie basculer. Donc j'étais sorti le 31 avec ma soeur, on rentrait à la maison. Donc au niveau du carrefour de Atikoumi, il y avait un homme de véhicule, il voulait faire le corner, donc du coup il est rentré directement et puis cela nous a ramassés. Tiré d'affaire, il peut au moins raconter sa mise en aventure. J'avais mis mon casque devant, elle m'a tapé le dos, j'ai dû porter mon casque. J'ai dit, oh, c'est quoi les casques? C'est tout à l'heure, on va arriver. Non, deux portes. Elle a insisté et j'ai porté les casques. Je te dis que le casque s'est fendu en deux. Si j'avais porté mon casque, c'est que c'était l'amour sur le champ. Grâce à elle, aujourd'hui, je suis en vie. Donc, ce que je dirais vraiment à la population, c'est d'être vraiment très prudent sur la route. Selon nos sources, les motocyclistes sont à 90% impliqués dans ces cas d'accident. Le Grand Lomé, à lui tout seul, enregistre 196 cas d'accident. À Kara, on note 16 cas, 10 à Atakpamé, 9 à Sokodé et 8 à Dapan. Une fois encore, l'incivisme a pris le dessus sur nos routes. Le pire est parfois arrivé, malheureusement, avec 5 morts. La route tue. Seule la prudence peut nous épargner la vie. Motiver les jeunes diplômés et bénéficiaires des bourses et programmes d'excellence du gouvernement à contribuer au développement du Togo, c'est le but visé par cette rencontre initiée par le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe au siège du gouvernement. L'objectif est de recueillir les avis des jeunes diplômés et de permettre au gouvernement de faire le suivi des bourses et faciliter leur insertion professionnelle. Yasmine Kodia. Pourquoi les jeunes diplômés togolais bénéficiaires de bourses et stages hésitent-ils à rentrer au pays après leur cursus à l'étranger?
et quelle perception ont les jeunes sur les programmes d'excellence mis en place par le gouvernement. C'est la problématique au cœur de cette rencontre d'échange entre le Premier ministre et cet échantillon de jeunes bénéficiaires de ces opportunités offertes par le gouvernement. La démarche pour le gouvernement est d'instaurer un climat de confiance entre les jeunes talents et l'amour patriotique. Ouvrir aussi leurs esprits sur les opportunités d'emploi développées ces dernières années par la vision pragmatique du chef de l'État. Après discussion, les jeunes se sont réjouis de la qualité des échanges et promettent d'être ambassadeurs de la nouvelle dynamique. Cette rencontre, spécialement pour moi, a permis de débloquer l'une des plus grandes difficultés auxquelles je faisais face. J'ai eu la chance de participer à une formation aux États-Unis notamment. Et quand je suis rentrée, j'ai fondé une association qui travaille contre la précarité menstruelle au Togo. Madame le Premier ministre nous a mis en confiance et on a pu dire ouvertement ce que nous avons sur le cœur. Moi, je suis boursier d'État. Donc, j'ai été formé à HEC Paris. J'ai étudié de l'économie, puis à Sciences Po Paris, de l'administration publique. Et aujourd'hui, tout cela me parle parce qu'elle a parlé, Madame la Première ministre, de la modernisation de nos institutions et de la nécessité pour les jeunes Togolais de revenir et de servir dans l'administration publique. Donc je pense qu'à terme, je ferai partie de ces jeunes-là qui reviendront travailler pour leur pays. Madame le Premier ministre a partagé avec eux l'ambition nourrie par la vision du chef de l'État pour l'emploi, la jeunesse et le développement inclusif. Non seulement la fonction publique togolaise a besoin de vous, mais le secteur privé togolais également a besoin de vous. Le chef de l'État togolais, il croit fortement, il a besoin de vous pour construire. On a besoin de co-constructeurs. On dit souvent que les jeunes sont la relève de demain. Mais ce que je veux ajouter, c'est que cette relève, ça se prépare maintenant. C'est pour ça qu'on a mis l'accent sur un projet essentiel qui est d'attirer les talents. On dit attraction et développement des talents dans la fonction publique. Parce qu'il faut qu'une administration elle soit moderne, elle soit animée par des jeunes comme vous. Au terme des échanges, les jeunes sont mieux informés des mécanismes ou opportunités d'emploi des programmes d'insertion socio-professionnelle qu'offre le gouvernement. Des points clés ont été notés en vue de corriger les copies et faire un bon suivi des étudiants togolais à l'étranger et ceux qui évoluent dans les programmes d'excellence. Le gouvernement rassure. Je vous l'annonçais en titre, le 8e contingent togolais de la MINUSMA a fini sa mission au Mali. C'est la dernière vague qui vient de rentrer au Bercail ce matin. Ces soldats de la paix ont été accueillis à leur arrivée à l'aéroport international Gnassingbé et Yadema par une délégation de l'état-major des forces armées togolaises. Issa Karona avec à la voix Ekoué Salah. Ils étaient partis au Mali il y a un peu plus d'1 an pour aider à ramener la paix dans ce pays. Sur le théâtre d'opération, ces hommes et femmes du 8e bataillon togolais de la MINUSMA, mission intégrée des Nations Unies pour la sécurisation du Mali, ont mené plusieurs actions. Un contrôle de zone à travers des patrouilles de présence et de dissuasion, des ouvertures d'itinéraires et des recueils de convois, des escortes de convois logistiques, l'installation des bases opérationnelles temporaires par la sécurisation des vols humanitaires et par des actions civilo-militaires. Ceci a été apprécié par la population et salué par l'état-major de la force. Aujourd'hui, ils retrouvent le Togo, leur terre natale, avec fierté, un sentiment de devoir accompli. Je tiens à adresser mes sincères félicitations aux femmes et aux hommes du 8e bataillon togolais pour avoir donné le meilleur d'eux-mêmes avec professionnalisme et détermination pour qu'ensemble nous menions à bien la mission qui nous a été assignée. Je voudrais témoigner toute notre gratitude au président de la République, chef des armées, pour son engagement en faveur de la paix en général dans la sous-région et au Mali en particulier. Je tiens également à saluer la mémoire de nos vaillants militaires
tombé sur le théâtre malien et a souhaité un prompt rétablissement à tous les blessés. Ce sont les derniers éléments du 8e bataillon togolais de la MINUSMA à rentrer au pays. Ils étaient basés à Douanza dans la région de Mopti. D'autres ont pris le relais depuis des mois déjà. L'actualité, c'est également le sommet de la CEDEAO sur le Mali à Accra, le calendrier soumis par Bamako qui prévoit d'étendre jusqu'à 5 ans la période de transition au Mali doit être examiné. Cette question fait l'objet d'un bras de fer aux lourds enjeux entre les autorités du pays et l'organisation ouest-africaine. Arrivé le 5 janvier 2022 à Bamako, la capitale malienne, l'ancien président nigérian et médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, a été reçu en audience par le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Au menu de leur tête-à-tête, le chronogramme prévoyant un prolongement de la transition jusqu'à 5 ans. Un état de fait plutôt mitigé auprès de l'organisation régionale. Mais comme vous le savez, nous avons été ici en novembre dernier et nous avions dit que nous devions revenir en janvier. En même temps, vous savez également qu'au niveau du pays, il y a eu pas mal d'activités, notamment les assises nationales qui ont été organisées. Et notre rencontre de ce jour s'inscrit dans le cadre d'un débriefing auprès des autorités de la transition, parce qu'il était question pour nous de comprendre ce qui s'est passé et d'entendre leur version. S'estimant dans l'incapacité de rendre le pouvoir aux civils élus au bout de 18 mois de transition, comme le stipule l'engagement des autorités maliennes auprès de la CEDEAO, les autorités issues du putsch d'août 2020 veulent pouvoir faire durer ces transitions jusqu'à 5 ans à compter du 1er janvier 2022. Et la visite du médiateur de la CEDEAO avait pour objectif de débriefer avec les autorités maliennes sur les conclusions des assises nationales de la refondation. Mais comme vous le savez, il y a eu des discussions en cours et notre objectif aujourd'hui, c'était d'avoir un débriefing de la part des autorités de la transition, ce qui nous permettrait évidemment à notre tour de faire un débriefing au niveau des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Comme vous le savez, nous aurons une réunion dimanche, un sommet dimanche prochain, au cours de laquelle nos chefs d'État pourront se prononcer. Le 9 janvier 2022 à Accra au Ghana, les chefs d'État et de gouvernement ouest-africains se réuniront dans le cadre d'un sommet extraordinaire sur le Mali. Ils examineront le calendrier que leur ont soumis les autorités maliennes issues d'un double putsch pour rendre le pouvoir aux civils et devront décider dimanche 9 janvier de la réponse à apporter à un calendrier pouvant s'étendre jusqu'à fin 2026. En bref, sans image au Sénégal, la campagne électorale des élections locales ont démarré. Les candidats ont 2 semaines pour convaincre, l'élection ayant lieu le dimanche 23 janvier. Les enjeux vont bien au-delà du contrôle des grandes villes. Dans l'État de Géorgie, aux États-Unis, encore profondément marqué par le racisme et la ségrégation, 3 Américains blancs reconnus coupables d'avoir poursuivi puis abattu Ahmaud Arbery. Ils ont écopé hier de la prison à vie sans possibilité de liberté anticipée. As follows. Count 1. Malice murder. Life without the possibility of parole. Le verdict est sans appel pour les 3 Américains blancs, la perpétuité pour le meurtre du jeune jogger noir Ahmaud Arbery. Dans la salle d'audience, les 3 hommes accusent le coup dans un long silence. Quant aux proches du défunt, qui avaient réclamé la peine maximale pour les accusés, ils sont accueillis triomphalement à la sortie du tribunal, une famille soulagée après un procès éprouvant. My prayer was to get justice for Ahmaud. He fought for us in the courts. He gave us a fair judge. Judge Walmsley, he heard the testimonies from each witness. He gave us a very good verdict. Ahmaud rest in peace because mom and daddy got glory for it. L'épilogue de près de 2 ans de rebondissement judiciaire dans cette affaire de meurtre marquée par la dimension raciale et le droit à l'autodéfense. Ce jour de février 2020, dans l'État de Géorgie, Ahmaud Arbery est poursuivi par 3 hommes blancs alors qu'il fait son jogging. Le jeune Afro-Américain de 25 ans est abattu. Les accusés affirment qu'ils l'ont pris pour un cambrioleur. Il bénéficie alors de la clémence de la justice locale en invoquant une loi datant de la guerre de sécession qui autorisait les citoyens à procéder à des arrestations.
Mais 3 mois plus tard, une vidéo du meurtre refait surface et les 3 individus sont arrêtés après une enquête menée par la police de l'État. Les 3 condamnés n'en ont pas fini avec la justice. Ils seront jugés pour crimes racistes par un tribunal fédéral à partir du 7 février. Hantées par l'épouvantable vague de Covid-19 du printemps dernier, les autorités de plusieurs mégapoles de l'Inde se tiennent prêtes à affronter une haute déferlante liée au variant Omicron hautement contagieux. De nouvelles mesures restrictives sont donc prises pour tenter d'empêcher que sa propagation ne devienne incontrôlable. Crématorium incapable de suivre, certains malades devaient même être accueillis dans des temples, faute de place, dans des hôpitaux submergés. Au printemps dernier, l'Inde a été très violemment frappée par le Covid, plus de 200 000 morts en à peine 3 mois. Alors sur place, on surveille de près la percée d'Omicron. Les chiffres des contaminations sont toujours loin de ceux de la France par exemple, mais leur tendance inquiète. Ils ont triplé en 3 jours et dépassent désormais les 110 000 cas quotidiens. New Delhi a donc décidé de prendre les devants sans pour autant imposer un nouveau confinement à l'ensemble du pays. En fait, même pour la deuxième vague, je ne pense pas que ce soit les confinements qui aient empêché les infections. Au contraire, ce sont les rassemblements de masse qui les ont exacerbés. Il n'est donc pas nécessaire de mettre en place des mesures de confinement. Il suffit de ne pas organiser de rassemblements de masse. Les grands meetings politiques prévus avant les élections du mois prochain sont annulés. Certains États ou grandes villes imposent désormais des couvre-feux ou confinements locaux le week-end ou la nuit. Près des 2 tiers de la population a reçu les 2 premières doses du vaccin dans ce pays d'1,3 milliard d'habitants. De quoi réduire l'impact de cette nouvelle vague et éviter de revivre le cauchemar de l'an dernier. D'autant que les études préliminaires sur la dangerosité potentiellement plus limitée d'Omicron rassurent en partie seulement les autorités locales. Ce n'est pas non plus évident au Togo. À ce jour, samedi 8 janvier 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 33 915, 362 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 26 806, 163 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 6 856 et le nombre de décès est de 253. Un nouveau décès depuis hier et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Actualité sportive, ce dimanche s'ouvre au Cameroun pour un mois, la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Un événement très attendu où les 24 meilleures sélections africaines vont s'affronter. Malgré la pandémie de Covid-19 et les problèmes de sécurité, l'effervescence gagne peu à peu le pays. À quelques heures du lancement de la Coupe d'Afrique des Nations dimanche, dans les rues de Yaoundé au Cameroun, l'effervescence est déjà présente. Les vendeurs préparent leurs stands de vuvuzela et de drapeaux pour les supporters de football, en particulier ceux des Lions indomptables. Après 3 années d'attente, la compétition aura bien lieu sur le sol camerounais. Le pays s'était vu retirer l'organisation du tournoi en 2019 pour cause de retard sur les préparatifs et la compétition avait ensuite été reportée à cause de la pandémie de Covid-19. Malgré les doutes des dernières semaines, les 24 équipes sont arrivées au Cameroun pour s'établir près des stades préparés pour l'événement. La jauge des spectateurs a été réduite de 20% à cause de coronavirus et pour assister au match, il faut également être vacciné et présenter un test PCR négatif. Les Lions indomptables du Cameroun affronteront les étalons du Burkina Faso pour l'ouverture de la compétition dimanche au stade de Yaoundé. Ils feront ensuite face aux autres équipes de leur groupe, l'Éthiopie et le Cap-Vert. Et les matchs de la CAN seront retransmis en direct sur la télévision togolaise pour vous permettre de vivre de bout en bout l'événement. Claude Ama est avec nous sur ce plateau pour plus d'éclairage. Bonsoir Claude. Bonsoir Nadège, ça fait plaisir de te retrouver. Merci, le plaisir est partagé. Rassurez-nous donc Claude, est-ce que la CAN aura bel et bien lieu demain au Cameroun?
Oui, Nadège, tu viens de nous plonger donc dans l'ambiance de cette CAN par rapport par ce sujet que tu viens de passer. Disons que cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN Total Énergie Cameroun 2021, a connu d'énormes rebondissements et sa tenue était plus ou moins douteuse. Le stade Olembe qui doit accueillir le match d'ouverture n'était pas prêt. La CAF aussi qui était sous la pression de la FIFA et qui voulait repousser la compétition. Et certains clubs européens et qui ne voulaient pas libérer les professionnels africains. Bref, on assistait à un mélu-mélo. Mais Dieu aidant, tout est finalement rentré dans l'ordre et la compétition va commencer donc dans quelques heures au pays de Roger Mila. Donc, le match d'ouverture aura bel et bien lieu demain, dimanche, dans quelques heures. Entre le Cameroun et le Burkina Faso. Et comme on le dit souvent, quelle que soit la physionomie du mouton, la fête aura bel et bien lieu. Alors, une minute, Nadège. Malheureusement, notre pays ne sera pas de la partie pour la deuxième fois consécutive. Mais avec le nouveau staff technique dirigé par le Portugais Paulo Duarte, on peut espérer, je dis bien, une éventuelle qualification pour Côte d'Ivoire 2023. Toutefois, le chef de l'État, son Excellence Forest Ozema Gnassingbé et son gouvernement ont tout fait pour nous offrir cette canne, qu'ils en sont remerciés. Merci donc à nos autorités. Ouais. Et quelles sont les dispositions prises au niveau de la TVT pour faire vivre aux téléspectateurs ce grand événement? Oui, tu es donc imprégné dans cette ambiance et ça me fait plaisir, Nadège. Donc disons quand même qu'au niveau de la direction de la télévision togolaise, on a mis les petits plats dans les grands pour que la fête soit au top. Alors pendant une semaine, les techniciens se sont affairés pour tout régler au niveau par rapport à une excellente réception des images. Alors nous aurons des plateaux qui se feront dans des décors flambant neufs, en compagnie des consultants rompus à la tâche, des invités spéciaux et d'autres surprises qui attendent des téléspectateurs. On ne va pas tout déballer ici. En effet, une occasion donc pour les annonceurs de se mettre en évidence, Claude. Nadège, effectivement, nous savons tous que la CAN reste une vitrine pour les annonceurs et partenaires. Le service marketing de la TVT est à leur disposition avec des propositions alléchantes tout au long de la compétition. Il leur suffit d'y faire un tour. Autre chose à ajouter, Claude? Bon, alors pour conclure, je demanderai simplement aux férus du football de rester câblés sur la TVT demain à partir de 15h30 pour vivre en live, je dis bien en live, la cérémonie de lancement. Ouais. Le match d'ouverture Cameroun-Burkina Faso dans les jardins de la TVT en compagnie des membres des communautés camerounaises et burkinabés. Et la co-présentation sera faite avec Gerson Deveau. Tu es invité. Merci, j'y serai. Et merci donc à Claude. Merci pour cet éclairage. Merci d'être passé sur ce plateau. Donc le rendez-vous est donc pris pour demain à partir de 15h30. À partir de 15h30. 15h30. Ouais. Soyez au rendez-vous. Joe Biden, Barack Obama, Viola Davis et j'en passe, les États-Unis saluent l'engagement, la dignité et l'excellence de l'acteur décédé à 94 ans, Sidney Poitier, acteur de légende et pionnier de la cause noire à Hollywood, a attiré ce vendredi les hommages unanimes du gouvernement des Bahamas d'où il était originaire. Après l'annonce du décès de Sidney Poitier jeudi à l'âge de 94 ans. À Hollywood, les fans viennent se recueillir et lui rendre un dernier hommage sur son étoile du Walk of Fame. La star de cinéma était la première vedette noire à être nominée pour un Oscar en 1958. Sidney Poitier a été le premier noir à gagner un Oscar. Il a été le premier acteur principal noir, celui qu'ils ont autorisé à entrer dans le milieu, et il a porté ce fardeau seul pendant des décennies. C'est un défi difficile à relever, vous devez répondre aux normes de ce que l'Amérique blanche veut voir à l'écran, sans pour autant trahir l'Amérique noire. Il a très bien su le faire, avec dignité, et je lui en suis reconnaissante. Interprétant des rôles révolutionnaires à une époque de tension raciale dans l'Amérique des années 50 et 60, Sidney Poitier mettait un point d'honneur à s'investir dans des projets s'attaquant au sectarisme et aux stéréotypes. Il est venu ici, il a fait sa vie et il a ouvert la voie à d'autres acteurs comme Will Smith, Denzel Washington. Tous ces gens qui sont venus après lui, ils ont suivi ses traces. Viola Davis, Denzel Washington et d'autres stars noires de cinéma ont déjà rendu hommage à l'acteur qui leur a ouvert des portes qui avaient été fermées pendant des années. Retenez aussi que le nouveau local Cross Togo a été
inauguré ce samedi. C'est une structure d'accompagnement des étudiants africains désireux de poursuivre leurs études supérieures à l'étranger. Une belle opportunité pour les étudiants togolais qui rêvent d'étudier en France, par exemple. Trinité Kelelem Marie-Thérèse Nabédé avec à la voix Christine Péché-Kialoudé. Le local abrite désormais les nouveaux bureaux du CROSS Togo, une institution française qui accompagne les étudiants africains désirant poursuivre leurs études en France en leur simplifiant les démarches à suivre. Notre principal rôle, c'est de permettre aux étudiants de justifier de manière fiable, sécurisée, leurs ressources financières auprès des services consulaires dans le cadre du demande de visa étudiant. Et une fois en France, effectivement, nous nous engageons à assurer à l'étudiant de disposer de ces ressources-là de manière régulière et permanente. CROSS Togo propose aussi aux étudiants des services innovants et une variété d'offres de formation au campus France. Mais nous inaugurons ces nouveaux locaux et officiellement, nous portons CROUS au Togo sur les fonds baptismaux. L'objectif de CROUS n'est pas de favoriser la fuite des cerveaux, de faire que tous ceux qui veulent ou qui sont fatigués du pays puissent quitter pour aller en Europe. Bien que nous soyons agréés que pour la France, notre objectif est de permettre que les étudiants africains, togolais en particulier, qui veulent avoir accès à d'autres formations, même s'il n'est pas français, qu'il est étranger, avoir des diplômes de plusieurs cultures, avoir rencontré des personnes d'autres horizons, c'est un atout pour une personne et surtout pour un diplômé. CROSS s'est installé au Togo en 2020. Depuis sa création, l'institution a accompagné une cinquantaine d'étudiants togolais qui continuent actuellement leurs études en France. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'édition de 22h30 sera présentée par Alex Umporti. Je vous souhaite une très belle soirée, bon week-end et à demain à 20h.